Lecture audio du conte Ib et la petite Christine de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Près de la rivière Guden, dans la forêt de Silkeborg, s'élève une colline qui a l'air d'un gros remblai. On l'appelle la Croupe, et au bas vers l'ouest se trouvait, et même se trouve encore, une petite ferme aux terres pauvres. On aperçoit le sable à travers le maigre champ de seigle et d'orge. Il y a de cela bon nombre d'années, les gens qui habitaient là faisaient un peu de culture, et avaient 3 moutons, un cochon et 2 bœufs. Bref, ils avaient bien de quoi se nourrir quand on se contente de ce qu'on a. Ils auraient pu aussi aller jusqu'à entretenir 2 chevaux, mais ils disaient, comme les autres paysans de là-bas, le cheval se dévore lui-même, il vous ruine pour le bien qu'il fait. Jeppe Jens cultivait son lopin de terre l'été, et il était l'hiver un habile sabotier. Il avait d'ailleurs un aide, un garçon habile à tailler des sabots qui était à la fois fort léger et élégant. Il taillait des cuillères et des louches. Cela rapportait de l'argent. On ne pouvait pas dire que Jeppe Jens était un pauvre homme. Le petit Ib, gamin de 7 ans, seul enfant de la maison, regardait faire, taillait un bout de bois, se coupait aussi les doigts. Et un jour, il avait façonné 2 morceaux de bois qui avaient la forme de petits sabots. Ils devaient, disait-il, être offerts à la petite Christine. C'était la fillette du gabarier. Elle était mignonne et aussi charmante qu'une enfant du beau monde. Si elle avait été vêtue comme une fille bien née, personne n'aurait voulu croire qu'elle était de la maison Lugteroux, dans la lande de Seyss. C'est là qu'habitait son père, qui était veuf et qui conduisait des prames de bois de la forêt aux pêcheries d'anguilles de Silkeborg, et quelquefois plus loin, jusqu'à Randers. Il n'avait personne qui pût prendre soin de la petite Christine, plus jeune qu'Ib, d'1 année. Aussi était-elle presque toujours avec lui, sur la prame ou entre la bruyère et les buissons d'érel. Et lorsqu'il devait aller jusqu'à Randers, la petite Christine venait dans la maison de Jeppe Jens. Ib et la petite Christine s'entendaient très bien à jouer et manger ensemble. Ils fouillaient et creusaient la terre, ils grimpaient et se promenaient. Et un jour ils se risquèrent à monter presque tout en haut de la croupe et à pénétrer dans la forêt, où ils trouvèrent des œufs de bécasse. Ce fut un grand événement. Ils n'avaient jamais été encore dans la lande de Seyss, ni jamais circulé en prame sur les lacs de la rivière Guden. Mais il allait le faire maintenant. Il était invité par le gabarier, qui l'emmena chez lui la veille. Sur les morceaux de bois empilés sur la prame, les 2 enfants prirent place de bonne heure et mangèrent du pain et des framboises. Le gabarier et son aide allaient à la perche. On suivait le courant, on allait vite à la descente de la rivière et à travers les lacs, qui avaient l'air d'être clos par la forêt et les joncs. Mais il y avait toujours un passage, même lorsque les vieux arbres se penchaient tout à fait, et que les chênes tendaient leurs branches dénuées, comme s'ils avaient des manches retroussées et voulaient montrer leurs bras noueux. De vieux aulnes, que le courant avait détachés de la haute berge, tenaient encore par les racines et avaient l'air de petites îles boisées. Des nénuphars se berçaient sur l'eau. C'était un charmant voyage. Et l'on arriva aux pêcheries d'anguilles, où l'eau mugissait au passage des écluses. Ib et Christine avaient de quoi regarder. Il n'y avait encore là ni fabrique ni ville. On n'y voyait alors que la vieille ferme, et elle ne renfermait pas grand monde. La chute de l'eau à travers l'écluse et le cri du canard sauvage donnaient seuls de l'animation. La prame, une fois déchargée de son bois, le père de Christine s'acheta un gros paquet d'anguilles et un petit cochon saigné, et le tout fut placé à l'arrière de la prame dans un panier. Puis on revint à contre-courant. Mais le vent était favorable, et en mettant une voile, on allait aussi bien que si l'on avait été tiré par 2 chevaux. Lorsque la prame fut arrivée à l'endroit dans la forêt où l'homme qui aidait à la manœuvre n'avait que peu de chemin à faire pour rentrer chez lui, le père de Christine et lui abordèrent et recommandèrent aux enfants de rester tranquilles et d'être prudents. Mais ils ne le furent pas longtemps. Ils voulurent voir dans le panier qui contenait les anguilles et le cochon, et ils voulurent soulever le cochon et le tenir en l'air. Et comme ils le tenaient tous les 2, ils le laissèrent tomber, et il alla droit dans l'eau, où le courant l'emporta. Ce fut une terrible aventure. Ib sauta à terre et courut un bout de chemin. Christine arriva aussi. « Emmène-moi » cria-t-elle.
et ils furent bientôt dans les buissons. Ils ne voyaient plus la Pram ni la rivière. Ils coururent encore un peu, puis Christine tomba et pleura. Ib la releva. Viens avec moi, dit-il. La maison est là-haut. Mais elle n'était pas là-haut. Ils marchèrent longtemps sur les feuilles sèches et les branches mortes tombées, qui craquaient sous leurs petits pieds. Ils entendirent de grands cris d'appel. Ils s'arrêtèrent pour écouter. À ce moment, un aigle cria. C'était un vilain cri. Ils furent très effrayés. Mais devant eux, dans la forêt, poussaient de délicieuses myrtilles en quantité incroyable. C'était trop tentant pour ne pas rester. Ils restèrent et mangèrent, et eurent les lèvres et les joues toutes bleues. Un nouveau cri d'appel retentit. Nous serons battus à cause du cochon, dit Christine. Allons chez nous, dit Ib. C'est par ici, dans la forêt. Et ils marchèrent. Ils parvinrent à une route de voitures, mais elle ne conduisait pas chez eux. L'obscurité vint, et ils eurent peur. Le silence étrange autour d'eux était interrompu par l'affreux ululement du grand-duc et des cris d'oiseaux qu'ils ne connaissaient pas. Enfin ils furent pris tous deux dans un buisson. Christine pleura, et Ib pleura, et lorsqu'ils eurent ainsi pleuré un moment, ils se couchèrent sur le feuillage et s'endormirent. Le soleil était haut lorsqu'ils se réveillèrent. Ils avaient froid, mais sur la hauteur toute proche, le soleil brillait entre les arbres. Ils pouvaient se réchauffer là, et Ib pensait qu'il pourrait voir la maison de ses parents. Mais ils en étaient loin. C'était une toute autre partie de la forêt. Ils grimpèrent tout en haut de la colline et furent au bord d'un lac transparent où les poissons en foule étaient éclairés par les rayons de soleil. Ce qu'ils voyaient était tout à fait inattendu. Et tout près d'eux se trouvait un grand buisson plein de noisettes. Il y en avait même 7 grappes, et ils en cueillirent et les cassèrent, et eurent les fines amandes qui commençaient à être fermes. Et il se produisit encore une surprise, une épouvante. Du buisson sortit une vieille femme dont le visage était brun et les cheveux luisants et noirs. Le blanc de ses yeux brillait comme chez une mauresque. Elle portait un paquet sur le dos et un gourdin à la main. C'était une bohémienne. Les enfants ne comprirent pas tout de suite ce qu'elle disait. Et elle prit dans sa poche 3 grandes noisettes. Chacune renfermait des merveilles, affirmait-elle. C'étaient des noisettes enchantées. Ib la regarda. Elle avait bonne figure. Il prit son courage à 2 mains et demanda s'il pouvait avoir ces noisettes. Et la femme les lui donna et s'en cueillit dans le buisson, de quoi remplir sa poche. Et Ib et Christine regardèrent les 3 noisettes enchantées avec de grands yeux. Y a-t-il dans celle-là une voiture avec des chevaux demanda Ib. Il y a un carrosse d'or avec des chevaux d'or, dit la femme. Oh, donne-la-moi, dit la petite Christine. Ib la lui donna, et la femme lui noua la noisette dans son fichu. Y a-t-il dans celle-ci un joli fichu comme celui de Christine demanda Ib. Il y a 10 fichus, dit la femme, et de belles robes, et des bas, et des chapeaux. Alors je veux la voir aussi, dit Christine. Et Ib lui donna aussi la seconde noisette. La 3e était petite et noire. Celle-là, tu peux la garder, dit Christine. Elle est jolie aussi. Et qu'y a-t-il dedans demanda Ib. Ce qu'il y a de mieux pour toi, dit la bohémienne. Et Ib serra la noisette. La femme promit de les mettre sur le bon chemin pour rentrer chez eux, et ils marchèrent, et, bien entendu, elle alla dans une direction tout opposée à celle qu'ils devaient prendre. Mais on ne peut l'accuser pour cela d'avoir voulu voler des enfants. Dans la forêt sans route, ils rencontrèrent le brigadier forestier Crane, qui connaissait Ib, et grâce à lui, Ib, avec la petite Christine, rentra chez lui, où l'on était fort inquiet pour eux, et on leur pardonna, bien qu'ils eussent mérité, tous les deux, une bonne raclée. D'abord pour avoir laissé tomber le cochon dans l'eau, et ensuite pour être partis à l'aventure. Christine retourna dans la lande, et Ib resta dans la petite ferme. Ce qu'il fit tout d'abord le soir fut de sortir la noisette qui renfermait ce qu'il y a de mieux. Il la posa entre la porte et le chambranle, puis poussa la porte. La noisette craqua. Mais on ne pouvait y voir la moindre amande. Elle était pleine comme de poussière et de terreau. Elle était véreuse, comme on dit. Bon, j'aurais pu le penser, songea Ib. Comment dans une pareille noisette y aurait-il eu place pour ce qu'il y a de mieux? Christine n'aura ni beau costume ni carrosse d'or avec ses 2 noisettes. Et l'hiver vint,
et la nouvelle année. Et plusieurs années passèrent. Ib devait suivre le catéchisme, et le pasteur habitait loin. Un jour, vers ce temps-là, le gabarier vint chez les parents d'Ib et raconta que Christine allait entrer en service pour gagner sa vie, et que c'était pour elle une vraie chance de tomber en d'aussi bonnes mains. Songez donc, elle serait chez les riches aubergistes d'Erning, à l'ouest. Elle devait aider la mère, et ensuite, quand elle serait faite au travail et serait confirmée, il la garderait. Et Ib et Christine prirent congé l'un de l'autre. On les appelait les fiancés. Et au départ, elle lui montra qu'elle avait encore les 2 noisettes qu'il lui avait données lorsqu'il s'était égaré dans la forêt. Et elle dit qu'elle conservait dans sa malle les petits sabots qu'il avait taillés et lui avait offerts, étant gamin. Et ils se séparèrent. Ib fut confirmé, mais il resta dans la maison de sa mère, car il était habile sabotier et cultivait bien, l'été, son petit terrain. Sa mère n'avait que lui pour cela. Le père d'Ib était mort. On n'entendait que rarement parler de Christine, et c'était alors par un facteur ou un paysan pêcheur. Elle était bien chez les riches aubergistes, et lors de sa confirmation, elle écrivit une lettre à son père, avec ses amitiés pour Ib et sa mère. La lettre parlait de 6 chemises et d'un joli costume que lui avaient donné son patron et sa patronne. C'était là, certes, de bonnes nouvelles. Un beau jour, au printemps suivant, on frappa à la porte d'Ib et de sa mère. C'était le gabarier avec Christine. Elle était venue en visite pour une journée. Une occasion de voyage à Thème s'était présentée, aller et retour, dont elle avait profité. Elle était belle comme une élégante demoiselle, et elle portait un bon costume bien taillé qui lui allait. Elle était en toilette, tandis que Ib était dans ses vieux vêtements de tous les jours. Il ne parvenait pas à dire une parole. Il prit la main de Christine, la tint serrée. Il était ravi, mais il ne pouvait mettre sa langue en mouvement. La petite Christine le pouvait, elle bavardait, elle savait raconter. Elle l'embrassa sur les lèvres. « As-tu peine à me reconnaître » dit-elle. Et même lorsqu'ils furent tous deux seuls, et qu'il lui tenait encore la main, tout ce qu'il put dire fut seulement « Tu es devenue comme une dame élégante, et j'ai l'air si mal fichu. Oh, comme j'ai pensé à toi, Christine, et aux jours d'autrefois. » Et ils montèrent à la croupe, bras dessus, bras dessous, et regardèrent, au-delà de la rivière Gouden, la lande de Saès, avec ses grands champs de bruyère. Mais Ib ne disait rien. Pourtant, il était évident pour lui que Christine devait devenir sa femme. On les avait appelés fiancés depuis l'enfance. Il lui semblait qu'ils étaient promis l'un à l'autre, bien qu'aucun d'eux n'en eût rien dit. Ils n'avaient plus que quelques heures à passer ensemble, car elle devait retourner à Thème, d'où la voiture devait revenir de bonne heure vers l'ouest le lendemain matin. Le père de Christine et Ib l'accompagnèrent à Thème. Il faisait clair de lune, et quand ils arrivèrent, Ib, tenant encore la main de Christine, il ne put se résoudre à la lâcher. Ses paroles ne lui venaient guère, mais il ne disait rien qui ne vînt du cœur. « N'as-tu pas pris des habitudes trop élégantes, dit-il, et peux-tu te résoudre à vivre dans la maison de ma mère avec moi comme mari? Nous serons un jour mari et femme, mais nous pouvons attendre un peu. » « Oui, nous avons le temps, Ib, dit-elle, et elle lui serra la main, et il embrassa Christine sur la bouche. « Je compte sur toi, Ib, dit Christine, et je crois que je t'aime, mais il faut que je laisse passer une nuit par là-dessus. » Et ils se séparèrent, et Ib dit au gabarier que lui et Christine étaient, autant dire, fiancés, et le gabarier trouva que c'était comme il l'avait toujours pensé. Et il accompagna Ib jusque chez lui, et ils couchèrent dans le même lit, et il ne fut plus question de fiançailles. Une année s'était écoulée. 2 lettres avaient été échangées entre Ib et Christine. Fidèle jusqu'à la mort, précédait la signature. Un jour, le gabarier entra chez Ib. Il avait à le saluer de la part de Christine. Ce qu'il avait à dire de plus avait peine à sortir. C'était que tout allait bien pour Christine, plus que bien, car elle était une belle fille qu'on estimait et qu'on aimait. Le fils de l'aubergiste était venu chez lui en visite. Il avait une place dans un grand établissement à Copenhague, à un bureau. Christine lui plaisait, et elle aussi le trouvait bien. Ses parents étaient bien disposés. Mais Christine était désolée de songer que sans doute Ib pensait beaucoup à elle. Aussi avait-elle envisagé de refuser le bonheur, disait le gabarier. Ib ne dit tout d'abord pas un mot.
mais devint blanc comme un linge, hocha un peu la tête, puis dit « Christine ne doit pas repousser le bonheur. »« Écris-lui 2 mots, dit le gabarier. Et Ib écrivit, mais il ne pouvait mettre les mots ensemble comme il voulait, et il biffait, et il déchirait. Une lettre à la petite Christine fut pourtant achevée le matin. Et la voici. J'ai lu la lettre que tu as écrite à ton père, et je vois que ça va bien pour toi à tous égards, et que ça peut aller encore mieux. Interroge ton cœur, Christine, et songe bien à ce qu'il t'attend si tu me prends. Ce que je possède est peu de choses. Ne pense pas à moi ni à ma situation, mais pense à ton propre avantage. Tu n'es lié à moi par aucune promesse, et si tu m'en as fait une dans ton cœur, je t'en délie. Que toute la joie du monde t'accompagne, petite Christine. Notre Seigneur aura un réconfort pour mon cœur. Avec ma toujours profonde amitié, Ib. Et la lettre fut envoyée, et Christine la reçut. Les bancs furent plus pliés en chair, le matin dans l'église de la Lande et à Copenhague, où résidait le fiancé. Et elle s'y rendit avec sa patronne, car le fiancé, à cause de ses multiples affaires, ne pouvait s'en aller si loin en Huiland. Christine avait convenu avec son père de le rencontrer au village de Funder, où la route passe et qui était pour lui le point de rencontre le plus proche. Ce fut là qu'ils se dirent adieu. Quelques mots furent prononcés à ce sujet, mais Ib ne dit rien. Il était devenu très songeur, disait sa vieille mère. Il était songeur, en effet. Aussi songea-t-il aux 3 noisettes qu'enfant il avait reçues de la bohémienne, et dont il avait donné 2 à Christine. C'étaient des noisettes à souhait. Christine avait dans l'une un carrosse d'or avec des chevaux, dans l'autre des costumes superbes. Cela se réalisait. Elle aurait toute cette splendeur dans la ville royale. Ses vœux étaient exaucés. La noisette d'Ib ne contenait que du terreau noir. Ce qu'il y a de mieux, pour lui, avait dit la femme. Oui, cela aussi était réalisé. Le noir terreau était le mieux pour lui, et il comprenait clairement ce que la bohémienne avait voulu dire. Dans la terre noire, dans le secret de la tombe, était pour lui ce qu'il y a de mieux. Des années passèrent, pas nombreuses, mais longues, trouvait Ib. Les vieux aubergistes moururent, l'un suivant l'autre de près. Toute la fortune, des milliers et des milliers de rixdales, passa au fils. Oui, Christine pouvait avoir carrosse d'or et superbes vêtements. Pendant les 2 années suivantes, ne vint aucune lettre de Christine, et quand son père en eut une, elle n'était pas du tout écrite par une personne riche et satisfaite. Pauvre Christine, ni elle ni son mari n'avaient su se modérer. La fortune était partie comme elle était venue, elle n'était pas bénie. Et la bruyère fut en fleurs, et la bruyère sécha. La neige avait couvert pendant de nombreux hivers la lande de Seyss et la croupe où Ib habitait. Le soleil de printemps brilla, et Ib enfonça la charrue dans la terre, et le soc, à ce qu'il crut, heurta un silex. Une sorte de grand copeau noir sortit du sol, et Ib le prit, et s'aperçut que c'était du métal. C'était poli et brillant à l'endroit que la charrue avait entaillé. C'était un gros et lourd bracelet d'or antique. La tombe de chef avait été fouillée, ses précieux joyaux trouvés. Il montra l'objet au pasteur, qui lui dit combien c'était magnifique. Et de là, Ib le porta au juge cantonal, qui écrivit un rapport à Copenhague, et conseilla à Ib d'aller remettre lui-même sa précieuse trouvaille. « Tu as trouvé dans la terre ce que tu pouvais trouver de mieux, dit le juge cantonal. De mieux, se dit Ib, ce qu'il y a de mieux pour moi, et dans la terre. La bohémienne a donc eu raison pour moi aussi, puisque ceci était le mieux. Et Ib prit le bateau d'Aarhus à Copenhague. Ce fut comme une traversée du grand océan, pour lui qui n'avait passé que le lac de Guden, et il fut à Copenhague. On lui paya l'or qu'il avait trouvé. Cela faisait une grosse somme, 600 rixdales. Dans le grand Copenhague où l'on se perd circulait Ib, habitué à la forêt qui borde la lande de Seyss. Un soir, justement la veille du jour où il voulait se rembarquer pour Aarhus, il s'égara dans les rues, prit une toute autre direction que celle qu'il voulait, et arriva par le pont de Knippel à Christianshavn, au lieu d'aller dans la direction des remparts de la porte de l'Ouest. Il se dirigeait, en effet, vers l'Ouest, mais pas du côté qu'il fallait. On ne voyait personne dans la rue.
Alors une toute petite fille sortit d'une maison pauvre. Ib lui demanda son chemin. Elle resta interdite, le regarda, éclata en sanglots. Alors il lui demanda ce qu'elle avait. Elle dit quelques mots qu'il ne comprit pas. Et comme ils étaient juste sous un réverbère dont la lueur éclairait en plein la figure de la petite, Ib fut tout ému, car c'était le portrait même de la petite Christine qu'il voyait, tel qu'il se la rappelait du temps où tous deux étaient enfants. Et il entra dans la maison pauvre avec la fillette. Il monta l'étroit escalier usé jusqu'à une petite chambre mansardée sous le toit. L'air y était lourd, étouffant, aucune lumière n'y était allumée. Dans un coin, on entendait des soupirs et une respiration pénible. Il frotta une allumette. C'était la mère de l'enfant qui était couchée dans le pauvre lit. « Puis-je vous rendre quelque service » dit Ib. « La petite m'a amené ici, mais je suis moi-même étranger dans cette ville. N'y a-t-il pas de voisin ou une personne que je puisse appeler » Et il souleva la tête de la femme. C'était Christine, de la lande de Cesse. Son nom n'avait pas été prononcé depuis des années dans la maison d'Ib en Huiland. Cela aurait troublé le cours paisible de ses idées, et d'ailleurs, ce que les bruits contaient n'était pas bon, et c'était vrai. Tout l'argent que son mari avait hérité des aubergistes l'avait rendu arrogant et désordonné. Il avait quitté son emploi, voyagé pendant 6 mois en pays étrangers, était revenu, avait fait des dettes et encore des sottises. À force de pencher, le char avait fini par verser. Les nombreux joyeux compagnons qu'il avait reçus à sa table disaient qu'il méritait ce qui lui arrivait, car il avait vécu comme un fou. Son cadavre fut trouvé un matin dans le canal du Parc Royal. Christine portait la mort en elle. Son plus jeune enfant, âgé seulement de quelques semaines, conçu dans l'aisance, né dans la misère, était déjà dans la tombe, et Christine elle-même était couchée moribonde, abandonnée, dans une chambre misérable, misérable comme elle aurait pu la supporter en sa jeunesse dans la lande de Seyss, mais dont maintenant, habituée à une vie meilleure, elle ressentait le dénuement. C'était son aînée, une petite Christine aussi, qui souffrait la faim et la misère avec elle, qui avait amené Ib dans le galetas. « J'ai peur de mourir et de laisser la pauvre enfant, soupira-t-elle. Que deviendra-t-elle » Elle ne put en dire davantage. Et Ib frotta une nouvelle allumette et trouva un bout de chandelle qui éclaira la triste chambre. Il regarda la petite fille et revit Christine en sa jeunesse. Il pouvait, en souvenir de Christine, être bon pour cet enfant qu'il ne connaissait pas. La mourante le regarda, elle ouvrit des yeux de plus en plus grands. Le reconnut-elle ? Il n'en sut rien, et ne lui entendit prononcer aucune parole. Et voici la forêt, au bord de la rivière Gouden, près de la lande de Seyss. Le ciel est gris, la bruyère sans fleurs, les orages de l'ouest poussent les feuilles jaunies de la forêt dans la rivière et sur la lande où est la maison de chaume, que des étrangers habitent. Et au bas de la croupe, bien à l'abri de hauts arbres, est la petite maison peinte en blanc. À l'intérieur, la tourbe des marais brûle dans le poêle. À l'intérieur, luit le soleil, qui rayonne de 2 yeux d'enfant. Ses rouges lèvres rieuses grisonnent comme l'alouette au printemps. La salle est animée, gaie. La petite Christine est là. Elle est assise sur les genoux d'Ib. Et Ib est pour elle père et mère, car père et mère se sont effacés, comme le rêve s'efface pour l'enfant et pour l'homme mûr. Ib est assis dans sa maison propre et coquette. Il est à son aise. La mère de la fillette repose dans le cimetière des pauvres de la ville royale. Ib a de l'or au fond de son coffre, dit-on, de l'or venu de la terre, et il a aussi la petite Christine. Fin de la lecture du conte Ib et la petite Christine. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.